La guerre du Vietnam bat son plein. Un campement des forces spéciales américaines est envahi. 8 bérets verts sont pris au piège dans un bunker souterrain. Seuls leurs coéquipiers peuvent les sauver. Le petit groupe de soldats élabore une audacieuse opération de sauvetage. Ils devront faire preuve de patience, d'astuce et de courage pour déjouer des troupes ennemies plus nombreuses et mieux armées qu'eux. La vie de 8 hommes en dépend. En cette ère de violence, des 4 coins du globe, une nouvelle race de guerriers naît. Armés jusqu'aux dents et ayant subi une formation sans pareille, ces hommes d'exception, triés sur le volet, doivent remplir des missions secrètes où leur vie est souvent en jeu. Voici les dangereuses missions spéciales de ces commandos. Le 31 janvier 1968, le Vietnam du Nord viole la trêve imposée pour les célébrations du Tet, le Nouvel An vietnamien. L'armée nord-vietnamienne, l'ANV, lance des attaques contre plusieurs provinces et villes importantes du Vietnam du Sud. À Saigon, l'ambassade américaine tombe entre les mains de l'ANV en moins de 24 heures. Juste au sud de la zone démilitarisée, la base de Marines américains de Khe Sanh est pilonnée par l'artillerie nord-vietnamienne. Les fusiliers de l'ANV réussissent à toucher un dépôt de munitions. L'explosion pulvérise la quasi-totalité des réserves de la base. Le président Lyndon Johnson refuse d'abandonner ce point stratégique. Si l'ANV s'empare de Khe Sanh, ils pourront traverser la zone démilitarisée et poursuivre leur incursion jusque dans les régions peuplées de la côte sud-vietnamienne. Les 6600 Marines en poste à Khe Sanh reçoivent l'ordre du président de se préparer à l'une des plus importantes batailles de cette guerre. Le petit camp de Lang Ve se trouve sur la route de l'armée nord-vietnamienne. Les bérets verts qui s'y trouvent entraînent 400 Sud-Vietnamiens pour mener des opérations clandestines. Franklin Dooms est alors opérateur radio à Lang Ve. Nous devions former autant de soldats que nécessaire. On a commencé par entraîner une dizaine d'hommes et fini par en entraîner des milliers. Les bérets verts combattent aux côtés des soldats sud-vietnamiens de la garde de la défense civile irrégulière. Les soldats sud-vietnamiens défendent leurs terres et leurs familles contre l'ANV. Le jour, les bérets verts enseignent aux soldats sud-vietnamiens les règles de l'art du combat moderne. La nuit, ils patrouillent en territoire ennemi. Nous devions surveiller la frontière entre le Vietnam du Nord et le Laos et informer les autorités concernées de toute infiltration nord-vietnamienne. Le danger guette les patrouilleurs à tout moment. Ils risquent la capture, quand ce n'est pas la mort. Le sergent Richard Allen était alors médecin en poste à Lang Ve. Chaque jour, nos patrouilles rencontraient des troupes nord-vietnamiennes. Elles étaient partout. Pas un jour ne passait sans qu'il y ait un affrontement avec l'ANV. L'importance stratégique de la base et la nature clandestine de ces opérations font de Lang Ve une cible prioritaire pour l'ennemi. Le lieutenant Paul Longrear y a été posté à 2 reprises. Lang Ve était reconnu pour ses missions de reconnaissance en territoire secret ennemi. L'ANV tenait à éliminer cette menace. L'offensive du Tet s'intensifie. Les troupes de l'ANV convergent sur Khe Sanh.
La fragilité de la base de Langvey inquiète de plus en plus le sergent-chef Dennis Thompson. En examinant les cartes, on remarque les bases de Khe Sanh, puis Hill 861, Hill 881, nord et sud, et finalement Langvey. Elles sont indiquées en bleu et les positions ennemies sont en rouge. Seuls quelques petits points bleus étaient noyés dans cette mer de rouge. Dans l'éventualité d'une attaque, la base de Khe Sanh a la charge de porter secours au camp de Langvey. Mais Khe Sanh est déjà menacé. 20 000 soldats ennemis s'apprêtent à envahir la base. Le camp de Langvey est sur le pied d'alerte. Le sergent Thompson patrouille le secteur avec des soldats sud-vietnamiens. Dans les eaux de la rivière Haiphong, située à quelques kilomètres du camp, ils font une découverte qui changera le cours de la guerre. Nous avons remarqué des ponts sous-marins à environ 15 cm sous la surface de l'eau. Ils étaient faits de roches empilées, mais ils étaient assez solides pour permettre à des véhicules lourds de traverser. Thompson se met à la recherche de traces. Il veut découvrir quel véhicule emprunte ce pont. Sur la rive, il remarque des empreintes laissées par un char d'assaut. Cette constatation est lourde de sens. Si des chars d'assaut viennent dans ce secteur, Langvey sera certainement ciblé. Le camp n'est pas équipé pour faire face à une attaque blindée. À son retour à l'aube, le sergent Thompson se rend immédiatement au centre d'opération tactique. Il est installé dans un bunker souterrain. Il informe le commandant de camp de sa découverte. La nouvelle surprend son supérieur, le capitaine Frank Willoughby. En 20 ans de conflit, les Nord-Vietnamiens n'ont jamais fait usage de chars d'assaut. Un bataillon de Laotiens alliés arrive au petit avant-poste de Old Langvey, au pied de la colline. L'adjudant Eugene Ashley et le sergent Richard Allen, deux médecins des Bérets Verts, dirigent le camp. Ils assurent aussi les soins médicaux des soldats. Les nouvelles qu'apportent les Laotiens confirment les craintes des Bérets Verts. J'ai demandé aux Laotiens pourquoi ils étaient venus ici. Ils m'ont répondu qu'ils avaient été vaincus par l'ANV et que ces derniers avaient des chars d'assaut. Leurs vêtements et leurs armes étaient encore intacts. Aucun d'entre eux n'était blessé, pas même légèrement. Ils ne donnaient pas l'impression de s'être battus très longtemps. Ils ont répété que les Nord-Vietnamiens étaient nombreux et qu'ils avaient plusieurs chars. Un commandant des forces spéciales posté à Da Nang, le colonel Daniel Shangle, est envoyé à Langvey afin d'évaluer la situation. Selon le lieutenant Miles Wilkins, le camp ne pouvait repousser une invasion de blindés. Notre base était protégée par des barbelés rasoirs et des mines directionnelles Claymore. Rien de cela ne pouvait arrêter un véhicule à chenilles de ce gabarit. Un char d'assaut pouvait passer par-dessus sans le moindre problème. Le capitaine Willoughby fait parachuter 100 armes légères anti-chars à Langvey. Les M72 sont des lance-roquettes expérimentaux. Tenues à l'épaule, ces armes portatives et jetables sont conçues pour tirer un seul obus. Les Bérets Verts espèrent que ces lance-roquettes tiendront tête aux chars de l'ANV. L'invasion nord-vietnamienne se poursuit et menace d'engloutir Langvey sur son passage. Les Bérets Verts sont en état d'alerte. Dans la nuit du 6 février, les fusées éclairantes disposées autour du camp sont déclenchées. Un grondement inquiétant capte l'attention du capitaine Willoughby et du lieutenant Wilkins. Le sol se met soudainement à trembler. Les Bérets Verts sont attaqués.
J'ignorais ce qui se passait, mais nous pouvions voir des projecteurs dans les bois, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. L'ANV avance à un rythme effarant derrière des chars d'assaut soviétiques. D'habitude, les Nord-Vietnamiens ont plutôt recours à des tactiques de combat de brousse. La fusillade sonne l'alerte à l'avant-poste de Old Lang Vey. Les sergents Ashley et Allen se mettent en position. Malgré les 2 kilomètres qui les séparent, ils voient que le camp est en difficulté. On entendait les cris de douleur des soldats, enterrés aussitôt par le bruit des canons et des déflagrations. C'était l'enfer, comme celui de Dante. Dans le bunker, les hommes s'arment de M72. Les blindés envahissent le camp. Le lieutenant Longrear vise l'un des chars avec un M72, mais il constate qu'il ne fonctionne pas. Il craint que les lance-roquettes n'aient été endommagées lors du parachutage. Seules ces armes peuvent leur permettre de contrer l'assaut de l'ANV. Finalement, le 3e lance-roquette qu'il utilise fait feu. On pouvait littéralement voir la trajectoire de l'obus se dirigeant vers le char dans un long sifflement. Mais la roquette a simplement ricoché sur le blindage et elle est partie dans les airs. Nous nous sommes regardés et nous avons compris que nous étions dans le pétrin. J'avais visé la cabine de pilotage. Le char s'est alors arrêté et la tourelle a pivoté dans notre direction. Il était temps de sortir du bunker. Les sergents Ashley et Allen assistent impuissants à l'évasion. Les soldats de la base de Lang Vey doivent obtenir des renforts au plus vite. Le 6 février 1968, des chars d'assaut ennemis attaquent le camp américain de Lang Vey, situé à la frontière nord-est du Vietnam. Franklin Dooms demande des renforts à la base de Marines de Khe Sanh. Le nom de code de Khe Sanh est Jacksonville. Il demande à la base de Khe Sanh de lancer des fusées éclairantes afin de pouvoir repérer les chars d'assaut. J'ai signalé la présence de blindés ennemis dans le camp et j'ai demandé d'éclairer le secteur. La communication a alors été interrompue. J'ignore pendant combien de temps. Ils m'ont demandé de décrire les véhicules. Je ne savais trop quoi dire. J'ai répété qu'il s'agissait de chars d'assaut et que nous avions besoin d'éclairage. Je pense que Khe Sanh ne nous croyait pas. Au même moment, Khe Sanh est victime de l'une des plus importantes offensives ennemies de la guerre. 3 divisions d'artillerie de l'ANV pilonnent la base jour et nuit. Jusqu'à ce jour, personne n'a vu les Nord-Vietnamiens utiliser des chars d'assaut. Il est plutôt étrange qu'ils s'en servent maintenant pour s'emparer d'un petit camp. Les hommes de Lang Vey ont sous-estimé l'ampleur de l'attaque. Nous étions convaincus qu'il serait facile de repousser l'attaque à l'aide des lance-roquettes. Nous pensions qu'il y aurait 2 ou 3 chars d'assaut tout au plus. 11 blindés nord-vietnamiens écrasent les défenses extérieures du camp. Les M72 sont défectueux. Il est impossible d'arrêter l'envahisseur.
Ils étaient beaucoup trop nombreux. Les blindés avaient pénétré dans le camp. D'autres soldats arrivaient par l'arrière en faisant feu sur nous. Et nous n'avions pas l'armement nécessaire pour nous défendre. Les soldats nord-vietnamiens s'emparent rapidement de la base. Des bérets verts sont abattus, d'autres sont faits prisonniers. Les troupes sud-vietnamiennes sont décimées à un rythme affolant. 8 bérets verts et quelques sud-vietnamiens se réfugient dans le bunker souterrain. Ils seront à l'abri, du moins pour le moment. À l'intérieur, le capitaine Willoughby et ses hommes tentent de s'organiser. Pendant ce temps, dehors, le lieutenant Wilkins et le colonel Shangle montent la garde. Le colonel est arrivé au camp quelques jours plus tôt pour annoncer la présence de blindés dans le secteur. C'est maintenant fait. Les lance-roquettes ne fonctionnent toujours pas. Les hommes doivent utiliser leurs grenades. La grenade que j'ai lancée a explosé près de la chenille. Le char n'a pas été endommagé, mais le pilote semblait plutôt agacé. Shangle et Wilkins sont à la merci du blindé. Le char lance un obus de 76 mm qui pulvérise la façade du bunker. Shangle et Wilkins sont touchés. Le char d'assaut poursuit sa route, à la recherche de nouvelles cibles. Les deux hommes se relèvent parmi les débris. Des barils remplis de pierres les ont sauvés d'une mort certaine. Persuadés que les soldats enfermés dans le bunker ont péri dans l'explosion, Shangle et Wilkins partent à la recherche d'un abri. Peu de temps après, le sergent Thompson et ses hommes essaient de traverser le camp. L'entrée du bunker a été démolie. C'était terrible. On aurait dit une crypte. Il y avait de la fumée partout. Je n'aurais pas voulu être à l'intérieur. Thompson et ses hommes poursuivent leur progression, persuadés que les commandants du camp sont tous morts. 8 bérets verts et un groupe de soldats sud-vietnamiens sont prisonniers du bunker enseveli. L'ANV revient terminer son travail de démolition. À l'aide d'un char d'assaut, l'ennemi tente de faire céder le plafond du refuge souterrain. Le bunker a été conçu pour résister aux rafales d'artillerie, mais il est impossible de savoir s'il résistera aux charges répétées d'un blindé. L'antenne radio est écrasée. Les soldats piégés à l'intérieur du bunker ne peuvent plus communiquer avec la base de Khe Sanh. Ils sont désormais coupés du reste du monde. Quand le sergent Thompson apprend que ses hommes sont bloqués dans le bunker, il prépare les soldats sud-vietnamiens à une contre-attaque. Il y avait un groupe à l'avant-poste et d'autres hommes étaient piégés sous terre. Nous étions coincés entre les deux, à l'intérieur du camp. Et nous devions nous débrouiller seuls. Ils s'engagent dans l'assaut des blindés et lancent 4 roquettes à bout portant. Le char d'assaut poursuit sa route. Au 5e tir, le blindage du char cède enfin. Même si nous travaillions ensemble et que nous y mettions toutes nos énergies, les ressources manquaient. Le sergent et ses hommes battent en retraite et se réorganisent. Ils sont en trop petit nombre pour affronter l'ANV. Des hommes sont toujours prisonniers du bunker.
Willoughby demande au sergent Early et au spécialiste James Morland d'utiliser une mitraillette de calibre 50. Les deux bérets verts sont alors touchés. Morland est blessé à la tête et le sergent Early peut à peine marcher. Dans le bunker, les fournitures médicales sont limitées et il est impossible d'évacuer les deux blessés. Ils devront tenir jusqu'au matin. Je me suis dit que la bataille était terminée. Nous avions souffert, mais le lendemain, nos avions viendraient bombarder la NV et ils n'auraient pas d'autre choix que de partir. Il nous fallait juste tenir bon et attendre. Les bérets verts installent la mitrailleuse au bas des marches et la pointent en direction de l'unique entrée du bunker. Malheureusement, l'ANV semble déterminée à les achever. Le commandant du bataillon, le lieutenant Min, ordonne à ses troupes de lancer des grenades incendiaires dans le bunker. Les grenades incendiaires produisent une chaleur insoutenable. Elles peuvent même traverser un moteur de part en part, tant elles sont brûlantes. Le feu fait rage dans le petit bunker. Les bérets verts mettent le plan d'urgence en branle. Ils brûlent les documents secrets et l'équipement de codage. Il n'y a pas que des vies qui sont en jeu. Il aurait été désastreux qu'ils mettent la main sur la liste de nos agents doubles. Cela aurait mis en péril la vie de ces villageois qui nous donnaient de l'information. Ils les auraient retracés et les auraient aussitôt assassinés. À la lumière des flammes, le lieutenant Longrear tente d'aider les blessés du mieux qu'il peut. À défaut d'équipement médical, il peut au moins atténuer leur souffrance. Au Vietnam, le camp de Lang V fourmille de soldats nord-vietnamiens.